Ah mais Capture Mag, c'est quoi le concept? Attends, Vous buvez genre, du whisky et vous parlez là, quoi. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine tente d'oublier du mieux qu'il peut sa légère propension au vertige pour se lancer sur les traces de The Walk. Rêver plus haut, le nouveau film de Robert Zemeckis se balade à haut risque sur un tout petit fil de fer tendu entre les deux tours du World Trade Center et expérience visuelle peu commune, une nouvelle entrée dans la riche filmographie du sémillant Zemeckis dans laquelle on va se replonger. Pour ce faire, autour de la table, un trio d'équilibristes chevronnés dont un petit nouveau, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Rafik Djoumi, salut Rafik. Bonjour Thomas. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici autant. Qu'allez, c'est Nos Ciné épisode 26 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. The Walk, rêver plus haut, c'est l'histoire tout à fait véridique du funambule français Philippe Petit, incarné ici par Joseph Gordon-Levitt. Philippe Petit donc, qui dans les années 70 a eu une idée folle, tendre dans la plus parfaite illégalité avec l'aide de sa bande de potes, un câble entre les deux tours du regretté World Trade Center de New York et offrir au monde une performance aussi inédite que parfaitement époustouflante, une traversée sans filet à 400 mètres de hauteur, pas du tout risqué, mais alors vraiment pas du tout. This isn't a game, Philippe. One mistake out there, and you're going to die. Nos trois amis autour de la table ont vu The Walk, mais qu'en ont-ils pensé, Rafik? J'en ai pensé que c'est un vrai film de raconteur d'histoire. Ouais. Ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'on sait tous à peu près comment le film va se dérouler avant d'aller le voir, et donc on se dit, bon, en gros, oui, ok, on va voir un type marcher sur un fil, quoi. Et lorsqu'on arrive à la scène cruciale, on est, oh putain, mais ce mec est en train de marcher sur un fil, nom de Dieu. Et voilà, et donc toute la façon avec laquelle Zemeckis nous prépare tout doucement à cette espèce d'exploit à la fois historique et cinématographique nous rappelle que c'est quelqu'un qui sait comment on fait un film. Julien. Oui, c'est un film assez passionnant qui fonctionne un petit peu comme Flight, c'est-à-dire que Qui était le précédent film. qui était le précédent film de Robert Zemeckis, effectivement. C'est-à-dire que dans Flight, il utilisait la structure et le fonctionnement narratif d'un genre très particulier, qui était le thriller, pour dépeindre un personnage, parce que Zemeckis, c'est un cinéaste qui fait des histoires très très subjectives sur des personnages centraux et souvent des personnages assez solitaires d'ailleurs. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il reprend en fait les poncifs du Caper Movie, du film de Hold Up, donc comme Ocean's Eleven, hein, pour prendre peut-être l'exemple le plus connu. Et il l'adapte à cette biographie de Philippe Petit. Et ça fonctionne très très bien. Comme disait Rafik, c'est un vrai film de raconteur d'histoire. Puis ça fait aussi écho au propos du film, qui est à mon avis la seconde thématique, qui est un film sur l'art et qu'est-ce qu'être un artiste. C'est-à-dire que le Caper Movie, c'est en général, ce sont des films qui chantent les louanges de gens qui vont bafouer les lois et dont la virtuosité est virtuose justement parce qu'elle va en dehors des lois de la société, etc. Et il y a ça encore une fois dans The Walk. Il y a le personnage qui est joué par Ben Kingsley, qui joue un peu le mentor de Philippe Petit, lui dit à un moment, un artiste, c'est un anarchiste. Et c'est une idée qui, comme ça, traverse le film de bout en bout. Et voilà. Stéphane. Moi, en fait, comme mes amis, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi le film. En général, avec Zemeckis, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai des gros soucis avec son cinéma. Voilà. Le truc, par contre, qu'il faut mettre en garde les spectateurs français, éventuellement, c'est la première partie du film qui se passe à Paris, qui propose une image très romancée de la France, on va dire, très américaine. Un peu béret, baguette. Voilà, et surtout en fait avec des acteurs qui jouent en français, et c'est pas du français. Voilà, donc Ben Kingsley, c'est pas du français. Voilà. Pour moi, c'est pas rédhibitoire, c'est pas un défaut. Hein. Bon, c'est attendu dans certains films comme ça, c'est pas un souci là en l'occurrence. Ça fait rentrer un peu plus doucement dans le film. Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est effectivement, comme disait Rafik. Et c'est étonnant, moi je trouve, enfin c'est pas étonnant de la part de Zemeckis parce que je sais qu'il est capable de le faire, mais en fait il y a une économie de mise en scène, entre guillemets, sur notamment, et pas seulement la scène finale en fait où il traverse le film, mais toutes les scènes avant justement, tout le côté caper, le truc où il se planque dans le World Trade Center pour essayer de faire le happening, quoi, où c'est un vrai suspense à la fois drôle et prenant, quoi. Et les 2 heures du coup passent toutes seules, quoi. C'est vraiment, il y a, on va dire entre guillemets, un sens de la mise en scène hitchcockienne en fait, qui est déployé,
où moi j'ai toujours un problème avec les mouvements de caméra un peu trop voyants de Zemeckis. En fait, je trouve c'est un truc qu'il fait régulièrement et qui me pose toujours un peu un souci. Il y en a un ou deux là, mais bon, c'est pas très grave, quoi. J'ai plus de problèmes avec ça dans Apparence, par exemple. Et là, pour moi, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire, alors peut-être Julien me contredira, mais pour moi, c'est l'inverse de ça dans le sens où c'est hyper millimétré. Ça fonctionne. C'est-à-dire que à chaque fois où le personnage de Philippe Petit va se retourner une fois de plus pour refaire un tour, t'es avec lui et t'es en train de stresser, et en même temps, t'es avec les gens qui essayent de l'attraper. Et il y a une thématique, en fait, la thématique de l'artiste dont tu parlais, qui est intéressante. Parce qu'il y a un autre truc, c'est qu'il y a une thématique sur... Alors c'est un peu délicat, mais on s'en doute un peu vu le sujet. Il y a quand même une thématique sur le World Trade Center et sur le 11 septembre. Forcément. Il y a c'est inévitable. un hommage. Et le truc, en fait, qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, c'est un happening, mais c'est aussi... ils sont hors la loi quand ils font ça, en fait. Oui. Et il y a une logique, en fait, d'être ultra positif vis-à-vis de l'histoire de New York et de l'histoire du World Trade Center. Ce qui, du coup, je trouve, est assez... ça fait du bien, en fait, quand tu regardes le film, quoi. Et c'est étonnant du coup que le film se soit planté, je trouve. Mais bon, peut-être que c'est un peu trop subversif pour le coup dans la façon dont c'est abordé, parce que je pense qu'il y a vraiment des connexions avec l'histoire du 11 septembre, mais vu sous un autre prisme, en fait, sous un prisme... c'est-à-dire, c'est un film qui n'aurait pas pu être fait en 99, il ne serait pas fait de cette manière-là, c'est ça que je veux dire, en fait, vis-à-vis du World Trade Center. Mais je laisse un peu les gens, la surprise aux gens, quoi. Oui, sur la question de l'image d'Épinal, comme je suis... Française. Comment Française. Notamment française, mais, Oui. mais aussi américaine. Hein. Ah oui. Y a un choix assez délibéré de débuter le film sur une tonalité assez théâtrale. Ouais. Ça commence par un personnage face caméra, hein, qui parle directement à l'audience. Et d'ailleurs, précisons-le, enfin un personnage en 3D et pas en aplat. C'est-à-dire que le film, Zemeckis, c'est un des plus anciens réalisateurs à s'être intéressé à la 3D numérique, et ça se voit dans sa maîtrise absolue de ce format, et ça débute par un visage en volume, et non pas la 3D à laquelle on est habitué. Bon, bref. Donc on est directement happé par le visage de Gordon Levitt, et il se trouve sur la Statue de la Liberté lorsqu'il nous parle, et une Statue de la Liberté vraiment très iconique, sur une imagerie de New York, très carte postale, et donc il y a un choix un peu théâtral. Et donc quand elle arrive à Paris, ce qui est intéressant, c'est que la production design, il est réaliste, c'est-à-dire si on fait gaffe aux détails, c'est bel et bien l'affiche de la pièce de théâtre qui se jouait ce jour précis à cet endroit-là, etc. Enfin, on sait bien que ces équipes sont des décorateurs fous furieux, quoi. Mais la façon avec laquelle effectivement il choisit de mettre en scène tous ces éléments et de les faire se correspondre les uns les autres, on est déjà dans le spectacle. Et d'ailleurs, quand on arrive à Paris, on est sur une représentation théâtrale dans la rue. C'est pas Munich, quoi. Comment ? C'est pas Munich, hein, c'est pas la reconstitution historique de Munich, c'est non, dans la façon de la présenter. Elle a un but théâtral. Et comme le dit très justement Julien, c'est vrai que ce discours sur l'artiste, il contamine tout le film. Il est très difficile, notamment pour, je pense, des gens comme nous, et notamment Julien qui s'intéressait à la performance capture depuis le Pôle Express, de ne pas y voir aussi un rappel de Zemeckis sur ce qu'il a dû traverser dans sa carrière. Enfin, le personnage est régulièrement freiné dans son élan par des gens qui lui disent « Mais pourquoi tu te perds ton temps avec ça, quoi ? C'est de la folie pure. » Et lui, tout ce qu'il cherche, c'est un état de grâce. Il y a deux choses qui sont intéressantes là-dessus, pour rebondir sur ce que dit Rafik. C'est vrai qu'il y a une théâtralité totalement assumée. C'est-à-dire que, évidemment, le relief, il est assez évident sur ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est une performance qui s'inscrit totalement dans la perspective, à la fois avec la ligne du funambule et puis aussi la chute des deux tours qui étaient elles-mêmes avec des lignes comme ça très très claires. Mais il y a aussi, et ça je trouve que c'est très intéressant dans le film, une utilisation du relief comme pour apparenter l'écran du cinéma à une scène de théâtre. Et dans ce récit cadre et cette introduction dont parlait Rafik, c'est-à-dire le moment où le personnage de Petit s'adresse directement à la caméra, il y a très souvent des valeurs de plan, une composition qui renvoie forcément au théâtre, pour aussi rebondir sur tout le travail que Zemeckis il a pu faire dans le cinéma virtuel et la performance capture. Il y a aussi tout un travail qui est vraiment passionnant sur le langage corporel. Il y a notamment sur l'histoire d'amour et sur comment ils se connectent tous les deux. Philippe Petit et son amante et sa compagne, voilà, tout passe par le langage du corps, et on sent que Zemeckis a beaucoup travaillé ces dernières années là-dessus, quoi. Et puis je pense enfin pour toujours continuer à poursuivre la réflexion de Rafik, il faut pas oublier que c'est le premier film de Zemeckis qui est inspiré d'une histoire vraie.
Oui. Et je pense que c'est aussi du coup le film où il parle le plus de lui, du coup par extension. Et cette analogie sur l'artiste, elle revient constamment. C'est-à-dire qu'affronter le vide, c'est aussi affronter la page blanche ou affronter la toile blanche pour un peintre. Hein. C'est à la fois, on a un appel vers ce vide abyssal, on a une frayeur vis-à-vis de ça. Il ne faut pas y penser, mais une fois qu'on y va, ça y est, ça commence à fonctionner et ça se déroule assez naturellement. Il y a une image qui est très marquante dans le film, qui est quand il commence à traverser, Philippe Petit, il y a les nuages qui s'écartent tout à coup et le monde devient cohérent, le monde devient évident, il est là et il se l'approprie en fait. Et le personnage de son mentor, interprété par Ben Kingsley, avec un fort accent d'Europe de l'Est. Kingsley, la dernière fois qu'on l'a vu dans un rôle similaire, c'était dans le rôle de Méliès, dans le film de Scorsese. Et ça aussi, c'est difficile de ne pas y voir un appel de Zemeckis à ramener cette idée du cinéma au cœur de son film. Mais ce qui est marrant, c'est que Stéphane, quand tu regardes ce film-là, et ce que la performance capture lui a apporté, c'est que tout son cinéma avant la performance capture, il a essayé de briser justement les règles de la mise en scène. Moi, je trouve qu'il n'y est pas parvenu avec des films comme Apparence. On va en parler après de ça. Voilà, mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le fait de devoir quitter la performance capture et revenir plus ou moins à un cinéma traditionnel, ça l'a peut-être aussi ramené à une forme essentielle en fait de la scène finale. C'est vraiment encore une fois, c'est millimétré quoi. C'est au détail près quoi. Scène finale qu'hélas le public français n'aura pas l'opportunité de découvrir comme elle a été pensée, puisque donc le film a vraiment été fait pour l'IMAX, IMAX 3D, IMAX 3D, et qu'il n'est diffusé qu'en ce qu'on appelle le l'IMAX, c'est-à-dire du faux IMAX en France. The Walk, rêver plus haut, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, on continue. Mais ouais, Forrest, cours, nom de Dieu. Robert Zemeckis est un drôle de bonhomme, adulé par certains, très très mal vu par d'autres. Sa filmographie est un grand patchwork entre films à Oscar, genre Forrest Gump ou Solomon, animation en performance capture, on en a parlé, pas toujours facile à regarder pour certains, genre Polar Express ou Beowulf, et monument culte à jamais gravé dans nos petits cœurs d'enfants comme Roger Rabbit, ou cette petite trilogie à base de voitures volantes et de voyages dans le temps. Hélas, toujours pas de Overboard en 2015. Robert, tu t'es bien foutu de notre gueule avec Retour vers le futur. Cette filmographie que j'ai très très rapidement résumée, qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table ? Julien ? Mais c'est un réalisateur passionnant parce qu'il remet en cause en fait tous ses acquis Zemeckis, puis il y a un vrai voyage, c'est-à-dire que déjà je pense qu'il y a un déchirement chez lui séminal, si j'ose dire, qui peut se résumer aux 2 premiers courts-métrages qu'il a fait quand il était à l'école du cinéma, qui sont assez faciles à trouver sur le net d'ailleurs, si ça vous intéresse. Il y en a un qui s'appelle The Lift et l'autre qui s'appelle The Field of Honor. The Field, c'est un court-métrage en noir et blanc, très sec, muet, c'est un vrai exercice hitchcockien, où déjà on sent que le Zemeckis réfléchit énormément au point de vue de son personnage, le point de vue qu'il va adapter, auquel il se tient énormément. Je pense qu'il n'y a pas tant de réalisateurs que ça qui ont vraiment réfléchi à ça. On pense évidemment à Hitchcock, on peut aussi citer Brian De Palma. En tout cas, une partie des films de Palma dans les années 80, comme Body Double. Et d'un autre côté, il y a un côté totalement anard et un peu fou chez Zemeckis qui se traduit dans son 2e court-métrage d'étudiant qui s'appelait The Field of Honor, qui est une comédie non-sensique dans laquelle un ancien combattant importe dans le quotidien et dans une Amérique un peu utopique comme ça tous ces traumas de guerre de façon à la fois délirante et assez étrange. Et c'est vrai que c'est un réalisateur qui est à la fois très cartésien, très posé, très réfléchi, Zemeckis, et c'est en même temps quelqu'un qui a un grain de folie qui se traduit aussi par ses productions. Hein. Il a produit par exemple Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson et aussi des séries, enfin pas mal de films d'horreur, etc. Et en même temps, donc quelqu'un qui réfléchit, qui est très posé, très responsable aussi, quelque part. Donc il y a une lutte constante comme ça chez Zemeckis qui font que c'est un réalisateur qui est tout le temps entre 2 eaux et qui lutte lui-même et qui du coup de cette lutte en fait produit des films qui sont assez intéressants. Stéphane ? Moi, même si j'avoue que j'ai très peu d'affection pour certains films de Zemeckis depuis ces 25 dernières années, on va dire plus ou moins depuis Forrest Gump, j'ai quand même une énorme affection pour Beowulf par exemple et les films d'avant Forrest Gump.
Et c'est un vrai cinéaste, hein. Ça reste un cinéaste, ça reste quelqu'un qui pense énormément en fait à l'image et qui pense énormément à la façon de raconter les histoires. C'est un raconteur, quoi. Et qui a en fait effectivement fait dans d'une certaine manière a fait énormément évoluer le médium dans un sens comme dans un autre, hein. Effectivement le truc c'est que je pense qu'un film comme Retour vers le futur 2 par exemple, on ne lui accorde pas assez d'importance dans sa façon de repenser en fait la narration, parce que c'est quand même un tour de force, hein. Moi la seule scène que j'ai toujours trouvé un peu ostentatoire dans Retour vers le futur 2, c'est la scène où il dessine le paradoxe temporel sur le tableau, parce que même gamin en fait je me rappelle avoir vu le film et m'être dit ça va, on a compris, oui. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas forcément instinctivement le truc, et surtout c'est une suite unique en fait dans l'histoire du cinéma, donc la façon de faire un film dans le film à une époque où le méta était pas encore là, où en fait on se posait pas toutes ces choses là. Il y a que lui qui pouvait vraiment je sais pas s'il y a que lui qui pouvait le penser, mais en tout cas il arrivait à temps pour le faire à ce moment-là. Il pouvait se le permettre aussi parce que c'était inscrit dans la narration avec la voiture et le voyage dans le temps. Mais bon, c'est un vrai tour de force. Après moi j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu c'est mon opinion personnelle, hein, j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans les trucs à Oscar, et surtout le Forrest Gump, ça lui a fait énormément de bien dans sa carrière, mais moi je trouve que ça lui a fait énormément de mal en fait. Et voilà, on est parti dans une direction, c'est peut-être celle dont parlait Julien justement avec les deux cours. En fait, c'était peut-être là avant, je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question auparavant, mais une direction sur des films qui moi personnellement m'intéressent beaucoup moins, comme Contact, même s'il y a effectivement des choses intrigantes dedans. C'est assez raté pour moi. Apparence, c'est clairement raté, c'est-à-dire que pour ce que c'est censé raconter, j'entends, hein, ça fonctionne pas du tout à mon sens. Maintenant, encore une fois, on peut débattre sur les innovations éventuelles de mise en scène, quoi. Mais voilà. Et avec la performance capture, je trouve qu'il a effectivement retrouvé. Moi, ça m'intéresse pas le Pôle Express ou un peu plus Scrooge, mais je trouve qu'il a retrouvé effectivement une vitalité en fait dans son cinéma avec Beowulf, qui je trouve est passionnante. Et puis surtout pour moi, et là c'est d'un point de vue personnel, passer après le 13e guerrier sur cette histoire-là. Il fallait le faire, c'est complètement différent évidemment, oui. Mais ça se pose là, et surtout à quelques années après, quoi. Donc voilà, c'est un cinéaste très intéressant parce que ça reste un cinéaste, ça reste un vrai raconteur, mais je trouve avec plus de ratés que de réussite à mon sens, à mon goût personnel, quoi. Graphique. Oui, ce qui est intéressant avec Zemeckis, c'est qu'il y a quelque chose dans son cinéma qui semble objectif et traditionnaliste, et qui a de tout temps aveuglé la critique. C'est-à-dire qu'on lui a jamais reconnu un statut de grand cinéaste, oui. Ou alors très tardivement, ou de maverick, par exemple. On l'a toujours vu comme quelqu'un de complètement intégré au système, alors qu'il passe son temps à lutter. Enfin, les 15 dernières années, ça a été une bataille pour lui contre le système. Voilà. Sa carrière, hein. Et c'est assez intéressant. On parlait de Retour vers le futur 2, qui effectivement à sa sortie, c'était stupéfiant de voir que aucun papier que j'ai pu lire, et j'en ai lu des dizaines là-dessus, aucun papier ne s'arrêtait sur la spécificité dingue de ce film, qui était le premier exercice postmoderne qu'on ait pu voir dans un blockbuster, quoi, il est même inégalé encore aujourd'hui, et c'était même pas évoqué, comme si c'était une pensée gênante de se dire que ce gars-là, qu'on a toujours vu comme un mec bien de droite, bien américain, tout ça, puisse se permettre quelque chose d'aussi frondeur, fantaisiste, quoi. Et c'est lui en l'occurrence, hein, parce que Bob Gale était parti sur une toute autre histoire, en fait, qui se passait dans les années 60, sur la mère de Marty qui devenait hippie, et l'autre lui a dit non. Voilà, qui fasse un exercice narratif aussi équilibriste comme ça, ou qui se lance donc complètement dans la performance capture, qui est pareil, un truc complètement dingue, oui. À l'époque où il le fait, ça n'est jamais relevé comme c'est qui ce dingue, en fait. C'est toujours vu comme c'est Zemeckis, le bon papy, le cow-boy, quoi, un peu. Et c'est marrant parce qu'il porte effectivement quelque chose de traditionnel dans son cinéma, hein, par rapport à l'Amérique. Et je crois que c'est Julien qui avait notifié que dans le Pôle Express, on pouvait presque voir le petit gamin muet comme l'image de Zemeckis lui-même, hein, dans cette. Oui, très clairement. Et il sort d'une maison typiquement qui ressemble énormément à la maison dans laquelle Zemeckis a grandi. Voilà. Il y a dans ce film-là apparemment quelques évocations. Moi, j'ai toujours trouvé que le petit gamin à lunettes un peu hyperactif
passif me faisait penser à un nerd genre Spielberg. Enfin bon, bref. Et voilà. Et c'est pas quelqu'un qui va prendre une posture pour les médias en fait. Du coup, on ne reconnaît pas ces combats qu'il a menés. C'est pas Cameron, hein. C'est vrai qu'ils vont pas le procéder en fait. C'est-à-dire comme Cameron a pu le faire. Julien. Et on oublie aussi, je pense qu'on a oublié le succès à la poursuite du diamant vert, mais surtout de Retour à le futur a été tel que ça a balayé tout le début de carrière aussi de Zemeckis. Oui. Déjà, c'est cet aspect de Maverick, il était déjà en germe, il était déjà là. C'est quelqu'un qui a galéré énormément au début de sa carrière, qui a essuyé des échecs. Si Spielberg n'avait pas bataillé comme un fou pour l'imposer, il serait peut-être oublié, il ferait peut-être de la télé, il aurait peut-être quitté le métier, j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est un esprit indépendant complet qui se moque un petit peu des modes et qui suit son petit bonhomme de chemin avec en plus des virages qui sont comme ça très très étonnants et très surprenants. Et un peu plus fou hein, qu'on veut bien le lui attribuer. Il faut pas oublier que Bob Gale et Zemeckis ont écrit cette comédie Starb qui est 1941, voilà un truc. C'est un peu leur début de scénariste. Voilà. Et puis moi j'ai eu de l'affection pour un film que peu de gens aiment, qui est La mort vous va si bien, qui est pareil, une comédie complètement tarée, et aussi la première tentative à noter au monde, enfin en tout cas à Hollywood, de commencer à manipuler les corps de comédiens dans tous les sens. Et puis avec ce côté très sexueux aussi qu'il y a souvent chez Zemeckis, il y a une sexualité tordue qui est là en permanence. Dans Retour à le futur, elle est quand même c'est quand même sévère quoi. Voilà. Et il a fait Roger Rabbit. Et il a fait le personnage de Jessica Rabbit est peut-être le personnage de cartoon le plus sexué. Enfin, il a battu même Tex Avery, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très irrévérencieux, politiquement incorrect chez Zemeckis. Et enfin, si des gens ont l'occasion de revoir les films qu'il a fait en performance capture en 3D, parce qu'ils sont maintenant disponibles en Blu-ray 3D, moi je recommande vivement, parce que moi j'avais fait l'expérience, j'avais découvert Beowulf en projection de presse 2D, j'avais bien aimé le film, je l'ai revu en IMAX 3D et j'ai vu un deuxième film, j'ai vu un autre film, ça ne racontait plus la même chose. Son utilisation de la 3D à des fins narratives, elle est extraordinaire. La filmographie de Robert Zemeckis, on la trouve en DVD, VOD, même en Blu-ray 3D, vous l'avez entendu, sans trop de problèmes. Il y a plein de belles choses à y trouver, vous l'aurez compris. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Une petite minute chacun pour convaincre. On essaie de rester, si possible, dans le thème Zemeckis et associés. Stéphane. Moi, je vais remettre une couche sur Retour à le futur 2 parce qu'on fête déjà les 30 ans de la trilogie dans l'absolu. Aussi parce que je suis peut-être un peu conservateur sur ça, mais ce que vous disiez tout à l'heure sur la performance capture et sur le fait que finalement il n'a pas vraiment réussi à vendre le concept, on va dire, au grand public, parce que c'est surtout ça qui compte, quoi. Moi je trouve qu'il a parfaitement réussi à le vendre Retour au futur 2, ce concept-là, justement, pas le concept de la performance capture, mais justement le concept de raconter quelque chose et que ça soit parfaitement cohérent, parfaitement limpide. Que 30 ans après, personne n'ait fait ça. Je veux dire, le seul exemple éventuellement qui voudrait s'en rapprocher, parce que les mecs disent qu'ils se sont inspirés de ça, mais c'est une blague, c'est Terminator Genesis, quoi. Et voilà, c'est rien du tout. Mais donc voilà, Retour au futur 2, moi c'est mon Zemeckis préféré, parce que précisément, il y a derrière le vernis du divertissement pur, et c'en est un, hein, c'est hyper rythmé, c'est hyper fun, on s'amuse encore aujourd'hui du 2015 futuriste, etc., etc. Il y a une vraie logique de mise en scène, en fait, de mise en abîme, en fait, de la mise en scène qui est époustouflante, quoi. Donc à revoir sous cet angle-là. Rafik. Oui, alors entre le premier Retour à le futur et le deuxième, il a réalisé pour la série de Steven Spielberg Amazing Stories un sketch qui s'appelait Go to the Head of the Class avec Christopher Lloyd. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la mise en scène de Back to the Future, version horrifique, avec un Doc Brown taré et flippant, et ça vaut le coup. Et Julien. Moi, je voulais attirer votre attention sur 2 entretiens avec Zemeckis. Zemeckis est un mauvais client en interview, c'est notoire. On le sait, il est voilà. Sauf avec Julien Dupuis. Mais j'aimerais bien. Mais en fait, il a quand on le met avec des cinéastes, avec d'autres cinéastes, tout à coup les langues se délient et il est beaucoup plus intéressant. Et il y a 2 entretiens, à mon avis, qui sont très très intéressants si on est intéressé par Zemeckis. Le premier, c'est un vieil entretien qui était paru dans un studio le numéro 98, si vous le cherchez, donc qui date de 1994, donc à l'époque, oui, j'ai fait mes petites recherches, à l'époque où il venait, lui, de sortir Forrest Gump, et Tarantino venait de sortir Pulp Fiction, et c'est une discussion entre Quentin Tarantino et Robert Zemeckis. Tarantino est un grand fan de Zemeckis, c'est passionnant. Il y a accessoirement la meilleure anecdote sur Les Dents de la Mer que j'ai pu lire. Et le deuxième entretien, c'est sur le magazine anglais Empire, donc c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre, qui date d'août 2010.
Et c'est une discussion croisée entre Steven Spielberg, James Cameron et Robert Zemeckis sur justement le cinéma virtuel et la performance capture. Où on voit que Zemeckis est le plus jusqu'au boutiste de ses confrères. Voilà. Et moi, puisqu'on a parlé de Philippe Petit, j'en profite pour recommander le documentaire très connu, mais quand même toujours à revoir, de James Marsh, Man on Wire. C'est très très beau. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, dans une semaine, on parlera des Muppets. Et ouais, la nouvelle série, la légende de Kermit et ses copains, ça nous fait toujours fondre. Vous verrez d'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Seul sur Mars, sur Crimson Peak, sur Sicario, sur The Visit, sur NWA, sur Mad Max. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!